Les feux-feuilles dans la bubule. Enfin, je sais pas si je vais garder ce nom. Ni cette voix. 1, 2, 1, 2. Un bidule sonore de Bric à Broc Productions. Série Podcastor. Jeu de mots. J'aime bien. Un récit partagé par Gaël. Épisode 2. Poil. On a commencé à s'intéresser au potentiel extraordinaire de l'écologie du castor, qui met en œuvre malgré lui, puisque les castors, juste ils vivent et puis ils n'ont pas la prétention de venir et de sauver le monde, mais en tout cas, ils portent cet espoir à plein d'endroits. Et donc on a commencé à s'y intéresser quand on a vu les populations de saumon chuter dans l'hémisphère nord américain. Et on a compris que, bien évidemment, toutes les espèces et les écologies des espèces étaient intimement liées. Et c'est comme ça qu'il y a eu différents programmes pour essayer de protéger les castors et de potentiellement les réintroduire aussi à des endroits pour recomplexifier des espaces, redynamiser des espaces qui seraient du coup beaucoup plus accueillants pour tout un florilège d'autres espèces, puisque le castor c'est ce qu'on appelle une espèce clé de voûte, comme il y en a beaucoup d'autres, notamment des grands prédateurs. Et ces espèces-là, elles ont la capacité, de par leur simple écologie, leur écologie complexe, de augmenter les dynamiques écologiques de l'espace dans lequel ils habitent, d'augmenter l'habitabilité pour les autres vivants de la niche écologique dans laquelle ils sont. Par exemple, le castor, lorsqu'il s'installe sur une portion de rivière, il va recréer des zones humides, il va recréer des mares, des chenaux secondaires, de par l'activité de construction de ces structures transversales en bois qu'il installe à différents endroits du cours d'eau, de par aussi sa dynamique de recépage des arbres de la ripisylve. Il va aussi pouvoir ponctuellement faire tomber des arbres de plus gros volume, qui va recréer et redynamiser et diversifier les flux et les écoulements du cours d'eau en question. Par le dépôt aussi de tous les petits branchages dont il se nourrit, ça va créer de la litière. Et la litière, c'est vraiment le point de départ de la chaîne trophique, puisque ça va permettre de nourrir les insectes, qui vont permettre de nourrir les oiseaux, les poissons, qui vont permettre de nourrir les poissons, les mammifères, etc. etc. Donc c'est vraiment un animal clé de voûte qui va redynamiser et multiplier de manière assez phénoménale et rapide la biodiversité et l'habitabilité, les habitats sur une portion de rivière. En même temps que les travaux sur les rivières, les travaux d'aménagement des fonds de vallée ont débuté dès qu'on a commencé à se sédentariser, à utiliser les rivières comme moyen de transport et à développer l'agriculture dans les fonds de vallée, il y a eu l'apparition du commerce de fourrures de castor. Donc le castor était présent dans toute l'Europe et toute l'Amérique du Nord depuis des millions d'années. Et en quelques centaines d'années, avec donc la conquête de l'Ouest pour le castor américain, la fourrure, ça a vraiment financé la conquête de l'Ouest. C'est le premier milliardaire américain. Il a fait ses dollars sur les fourrures de castor. Et en France aussi, c'était un animal qui a été décimé. Il n'en restait plus que quelques individus dans la vallée du Rhône. Et donc il a été chassé pour sa fourrure, qui est une fourrure assez exceptionnelle, très dense, très douce, et également pour son castoreum. C'est une substance qui a été fort utilisée pour la pharmacopée et en pharmacie.
Et puis ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'était un animal aquatique avec de la fourrure et avec une queue qui ressemblait à des écailles de poisson. Attention, ce ne sont pas des écailles du tout, hein, c'est juste de la peau qui a un aspect comme ça avec des dessins qui ressemblent à des écailles. Et le clergé à l'époque donc avait acté que on pouvait manger du castor en période de carême et donc il était également consommé. Et c'est le premier animal en début du XXe siècle qui a été protégé en France. Son habitat a été protégé et l'espèce a également été protégée. D'abord dans quelques départements et puis ensuite ça a été généralisé à tout le territoire national français. Et c'est un peu ça qui a permis de sauver cette espèce, puisque après il s'est rapidement retrouvé dans d'autres départements, en Occitanie, en Bretagne, en Belgique. Et il a été aussi réintroduit à plusieurs endroits. Et c'est comme ça maintenant qu'on arrive à le retrouver dans plusieurs départements français. Et c'est assez joyeux. Sa destruction, sa chasse, son braconnage sont bien sûr interdits. Et il est également interdit de détruire les ouvrages qu'il bâtit. Que ce soit les ouvrages transversaux sur les cours d'eau ou ses ouvrages, ses huttes, ses terriers, etc. C'est interdit. Il y a aussi des croyances qui persistent sur le fait que les castors créent des dégâts, sur le fait que les castors sont bien souvent confondus avec les ragondins, qui sont une espèce qui a été apportée sur le continent européen, mais qui originellement vient d'Amérique du Sud et qui a une écologie complètement différente. Le ragondin est également végétarien comme le castor, mais il ne construit pas d'ouvrage, il n'a pas du tout la même écologie que l'espèce clé de voûte qui est le castor. Et on entend souvent avoir ces idées-là de le castor crée des dégâts parce qu'il va faire tomber des arbres, parce qu'il va construire des structures sur les rivières qui vont provoquer des inondations. Voilà, il y a toutes ces perceptions-là, ces peurs, ces craintes qui sont encore une fois associées à des visions très individuelles, très singulières et qui nécessitent d'avoir une certaine pédagogie, une écoute de ces personnes-là pour essayer de leur apporter une vision plus globale et peut-être plus scientifique et proche de la réalité d'un écosystème aquatique pour qu'ils comprennent que les dégâts, c'est absolument pas les castors qui les créent. Et encore une fois, il s'agit de se questionner sur notre place à nous au sein du monde vivant. C'est-à-dire qu'un castor va faire tomber un arbre, peut-être. Et cet arbre qui va tomber, en fait, il va peut-être permettre sur la rivière de créer une petite mare, de créer un endroit où il va y avoir des eaux plus rapides à côté. Donc les eaux plus rapides, elles vont permettre à certains insectes aquatiques de s'y développer. L'eau à côté, plus lente, ça va créer un endroit d'eau plus sécuritaire pour peut-être les petits alevins. Ça va également permettre cet arbre mort à des pics de venir se nourrir au sein de cet arbre mort, puisque à l'intérieur il va y avoir développement d'insectes. Il va également y avoir potentiellement des mammifères qui vont se servir de cet arbre pour traverser la rivière. Sur les endroits où les castors ont recépé des saules ou des noisetiers, ça va vraiment donner un regain de vitalité à la végétation qui va repousser. Les castors, ils font vraiment ça, c'est des jardiniers de la ripisylve. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il n'y ait plus de ressources alimentaires là où ils vivent, donc forcément il y a une intelligence qui œuvre. Et comme ça, en fait, juste par l'activité de cet animal, parce que là il a fait tomber un arbre ou ailleurs il a créé un ouvrage, il va y avoir une démultiplication de la biodiversité sur le site où le castor vit.
Et maintenant, si on imagine un pan de montagne où il y a une forêt de feuillus assez diversifiée, voilà. Et en 2 semaines, il y a des engins de forestiers qui arrivent et qui rasent tout. Il ne reste que des andins, en plus dans le sens de l'écoulement de la pente. Et moi, ce que j'aime bien mettre en parallèle, c'est ça. C'est un castor qui fait tomber 1, 2, 3 arbres sur une rivière et qui va recréer de la vie, redynamiser tout un écosystème. Et à côté de ça, on a une industrie, une société, une vision consumériste et extractiviste de ce qu'on a appelé la nature, qui œuvre et qui, elle, crée des dégâts, mais qu'on ne nomme pas dégâts. Et il s'agit vraiment d'essayer de faire ce pas de côté pour avoir une vision un peu plus globale et un peu plus sensible de qu'est-ce que l'on souhaite manifester et de quelle façon on choisit de relationner avec les autres humains. Il faut faire gaffe parce que des fois il y a l'aigle royal. Ouais. Mais là non, c'est que des vautours fauves. Je trouve ça vraiment hyper plaisant et presque méditatif de juste sortir des sentiers, des chemins et de suivre les pistes des animaux et de rester juste curieuse à une forme étrange sur un arbre ou un caillou qui a été déplacé par certainement un animal et de suivre comme ça une balade complètement improvisée mais juste guidée par ces curiosités-là. T'as vu un truc ? Il faut toujours vérifier quand il y a un truc qui dénote dans le paysage parce qu'on peut être surprise. On se dit, premier abord, c'est un caillou, c'est une branche. Et là, et puis parfois, c'est un animal. Là, c'est un caillou. Et un jour, comme bien souvent, je faisais ça, mais au bord d'une rivière, de la rivière qui est en bas de chez moi. Et j'ai vu ce qu'on appelle une coulée. Alors ça ressemble un peu à un toboggan qui va depuis le haut de berge jusque dans l'eau, où la terre est complètement lissée par de nombreux passages d'un animal, de plusieurs animaux. Et en l'occurrence, cette coulée sur le haut de berge, elle arrivait au niveau d'un peuplier qui était tombé avec le dernier vent, dernière bourrasque de vent, et qui avait commencé à être débité, rongé par vraisemblablement un castor. Et donc c'est ce jour-là où j'ai commencé à pister plus spécifiquement les castors, sur cette portion de rivière que je connais par cœur maintenant et qui fait complètement partie de mon territoire, hein, si on doit prendre l'analogie, que je partage donc avec des hérons, avec des grives, avec des martres, avec des genettes, avec des loutres, avec des chevreuils, avec des sangliers, avec des pics et avec un castor, puisque à partir de ce moment-là, j'ai commencé à placer des caméras détecteurs de mouvement, ce qui m'a permis de confirmer très rapidement la présence de cet animal sur cette portion de rivière. Là, c'est le bouquet de peupliers qui se casse la gueule régulièrement. C'est là où il y en avait un qui était tombé donc, il y a 2 ans, là, celui-là. Là. Et donc tout son houppier il était là. Et c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait une coulée. Donc c'est cette coulée-là. C'est là où j'ai installé la caméra la première fois et où je l'ai vue la première fois. C'était trop bien parce que dès que j'ai installé la caméra, je suis revenue quelques jours après, j'ai vu passer la loutre, la genette et le castor qui arrêtait pas de faire des allers-retours sur cette coulée-là.
c'était il y a peut-être, je sais pas moi, une dizaine d'années, où les étés, je les passais ici, j'habitais pas encore ici, et je remontais la rivière avec des amis avec qui on était venus en vacances. Et ma chienne a bondi sur une boule dans l'eau, et je l'ai immédiatement stoppée, et en m'approchant, j'ai remarqué que cette boule dans l'eau, en fait, c'était un castorin. Et j'étais absolument désolée de potentiellement constater que ma chienne avait tué cet animal. Et donc je me suis approchée, j'ai posé mes mains sur sa fourrure, qui était absolument d'une douceur extrême. Et là j'ai vu son œil en fait qui me regardait, et il a juste fait un mini mouvement de hanche qui lui a permis de repartir dans les flots et de repartir à la rivière. En fait, il faisait juste le mort. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est fou, il y a des castors dans cette rivière. Ça paraissait complètement extraordinaire, puisque c'est un animal qu'on n'avait pas vu et qu'on ne connaissait pas depuis des générations et des générations. Et là, ça a été mon premier contact. Et ensuite, j'ai découvert cette coulée en bas de chez moi il y a 2 ans maintenant.